L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. C'est encore nous autres. Hein? Pourquoi là? Allô, les amis. Allô, mamie. Bon, il y a encore de quoi de pas correct. T'as un peu. Vérification. Il s'est passé de quoi? Quelque chose qui a déchiré dans le Discord. Ah, ben, c'est moi, c'est nous. Vas-y, amuse-toi avec ça. Bon. Allô? Un nouveau scandale. Un nouveau scandale. UVH qui a fait beaucoup de kilométrage en fin de semaine, qui est déjà de retour dans ses quartiers. Comment vas-tu, mon cher? Ça va très bien. Très bien. Ouais. Magnifique week-end passé en votre compagnie et celle des Rebels. Beaucoup de personnes que je rencontrais pour la première fois, dont JC, s'il est là, je le salue d'ailleurs. Ben ouais, il a volé le show, JC, hier. Écoute, JC a volé le show. Il a commentaté toute la soirée. Il a volé le show. JC, vraiment. Quelle belle performance. Allô, tout le monde. Allô, on voit des gens qui étaient là, évidemment, dans le cadre du crachoir. Merci. Puis, j'espère que tout le monde continue de bien aller. Hey, les boys, je vous ouvre ça. Merci, Labine, pour l'abonnement. Vas-y, excuse. Je vous ouvre ça avec quelque chose que... Écoute, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que là, c'était les finales de conférence de la NFL ce soir, et je suis très heureux que mes 49ers aient gagné, mais il y avait un autre match aussi, les Chiefs de Kansas City contre les Lions de Détroit. Donc, on connaît sur les équipes qui vont s'affronter pour le Super Bowl, c'est les Niners et Kansas City. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense, puis là, il y a des gens qui connaissent plus le football que moi, parce que je suis quand même... J'étais un grand... J'étais... Oh, merci beaucoup. Merci. Merci, moi, Sophia. Ben oui. C'est super gentil. Merci beaucoup. Non, c'est ça. Puis j'étais un gros fan de football à une certaine époque, beaucoup moins maintenant. Mais mon équipe de football, c'est les Niners. C'est toujours un été. Départ pour Mais, le merci, train de la le hype. train de la hype, toute chose. Et, oui, moi, je suis pour les Niners, mais je pense que c'est Jeff Fillion qui avait affirmé ça. Vous savez évidemment que Taylor Swift fréquente comment il s'appelle? Travis Kelce des Chiefs de Kansas City. Et il y avait des maillets, on va le dire, des maillets qui disaient que Taylor Swift était pour... je me souviens plus c'était quoi. Elle va tuer la NFL. Oui, il y a de quoi rire, en effet. Écoute, je vous lis un rapport qui a été produit par le compte Twitter de Front Office Sports, qui est une espèce de communauté, là, pas de communauté, mais il crée du contenu qui analyse les retombées à tous les niveaux économiques du sport. Taylor Swift a généré l'équivalent en brand value de 331,5 millions de dollars pour les Chiefs de Kansas City et la NFL. C'est le Apex Marketing Group qui a fait le compte-rendu à Front Office Sports. Ça, qu'est-ce que ça inclut, ce 331 millions-là? Ça inclut le print, le digital, la radio, la TV, les highlights, parce que des fois, on la voit dedans, les médias sociaux, bien sûr. Et tout ça, ça remonte à la première partie des Chiefs en septembre à laquelle elle a assisté. Elle est après tuer la NFL. Elle nous a juste fait faire 330. Puis tu sais, j'avais entendu aussi dans le département des maillets, j'avais entendu un commentaire du genre... tu sais, de se fréquenter ce monsieur-là, ça va aider sa carrière. Ou, tu sais, genre, elle va essayer de voler son argent. Non, elle peut l'acheter 15 fois, là, tu sais. Alors, c'est épouvantable, les maillets. C'est débile. Ouais, c'est exactement. Quel bon timing. Puis le pire, là,
Tu sais, il y en a plusieurs. Je veux pas parler pour chacune, là, mais tu sais, il y en a tellement. Tu sais, Jeff Fillion, du monde à qui on a posé des questions. Pas juste moi, quand je dis on, là, je veux dire, mettons, la communauté de ceux qui sont tannés des conspis, mettons. Ils répondent jamais. En même quand tu t'ostines. C'est nous autres qui n'est pas tant que ça. Exactement, là. Exactement. Mais même quand tu t'ostines one-on-one, mettons, sur Twitter avec eux autres, là, tu leur poses des questions hyper spécifiques à propos de ce qu'ils viennent de dire. Tu n'as jamais de réponse. Ouais. Jamais. Ouais, tu ne l'expliquerais pas. Tu comprendras pas, c'est capoté. Une symbolique de la réalité. Ouais, mais c'est soit ça ou un amalgame de liens qui en finissent plus. Une empilade de liens qui finira jamais. T'as un peu de tout ça, mais écoute, là, parce que, évidemment, j'en ai parlé, je ne veux pas revenir là-dessus, mais ça a rapport avec le sport. Je sais qu'on parlait un peu de sport aujourd'hui, mais dans l'after show, mais j'ai eu un beef la semaine passée, justement, avec quelqu'un, puis c'était ça. Ça concernait Stricloun, puis toutes ces conneries-là. Là. Évidemment, Stricloun a pris le bord quand le jugement à la Cour fédérale est sorti pour Ottawa, puis quand la Tapouette a gagné son refus d'appel. Mais, fait que c'est ça. Hey, merci tout le monde. Écoute, ben oui, on a Hype Train, niveau 3. On va peut-être avoir un party. J'espère qu'on va en avoir un. On serait dû. Sur le bar, hein? Ouais, je file sticker party. J'ai même changé la tune de Mariah Carey. Ah, bon. Quand même. Mais j'imagine la scène, tu sais, dans les 300 drasiliards que ça a généré, là, Mme Swift, dans son arrivée, là. J'imagine les Swifties qui se font faire des chandails de l'équipe avec en arrière, c'est écrit Swift avec le numéro 99. Puis là, c'est même pas un joueur. Hey, faut que je compte de quoi? Tu sais, le prédictateur, là, c'est à moi qui a confié le montage de toutes les bouts de show ensemble avec les affaires que Frère Bourbon a faites. C'est tout ça. Ouais. Puis, il n'y a rien à faire. Denis, il y a un gars qui a une voix qui te ressemble au bout. C'est le monsieur des résidences, le mouroir de l'aïeul. Il y a vraiment une voix qui me fait penser à toi. Puis, écoute, quand il dit... non, mais je fais le montage de chaque show. Tu sais, le prédictateur m'a demandé de faire ça. Mais à toutes les fois que la pub du mouroir, elle joue... Je braille, moi. Moi, la voix du gars... Je suis pas capable de l'imiter. D'après moi, Bourbon, il serait peut-être capable. Oui. C'était un peu... Oh my God! C'était un peu Charles, le gérant de Céline. Là, j'allais dire René Charles, mais c'est pas ça pas tout. Mais t'as peu. Je vais faire jouer la pub. Non, t'es un peu. OK. Bon. OK, sinon c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a, UVH, là? Je pense à quelque chose. OK, c'est bon. Le mouroir de la gueule. Sticker, tu sais, ça me Ouais, c'est quand... Non, mais moi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand le gars, il dit au mouroir de la gueule, après, ça fait au mouroir de la gueule. T'as pas, je vais te la faire jouer. Je l'écoutais tantôt, puis je riais tout seul encore comme un épée. Parce que le texte est complètement cave. Bienvenue au mouroir de la gueule, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le mouroir de l'aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. Non, mais c'est quand il dit au mouroir de l'aïeul. Tu sais, le... ouais. Au mouroir de l'aïeul. T'as pas... Bienvenue au mouroir de l'aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. C'est le chaque jour nous rapproche. Oh, la brute de Saint-Jérôme vient de nous envoyer un de ses reins. Merci pour vrai, c'est super. Merci vraiment beaucoup. Mais tu sais, dans les affaires qui n'ont rien à faire, moi, il y en a deux. Là. Il y a ça. Puis il y a, mal à la voix. Oui. Il n'y a rien à faire. Je suis encore tombé dessus. Tu sais,
Des fois, il faut que je fasse du ménage dans mes drives, tu sais, parce que là, il faut que je déplace des affaires. Puis tout. À toutes les fois que je tombe dessus, je paye sa spacebar pour qu'il joue. Puis à toutes les fois, je casse. Ah non. C'est le montage que Nick avait fait des Illuminés. Il est fucking parfait. C'est hallucinant. C'est tellement cave et parfait. Fait que voilà. Mais là, parlant de cave, parfait, ça, j'irai pas jusque-là parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est sûr que c'est cave. Je vous expliquais. J'en ai parlé un petit peu vendredi dans Maillet TV. Je le savais, mais je réalisais pas à quel point la Fédé de la Tapouette, peut-être pas tout le mouvement, mais la Fédé de la Tapouette, ça me fait vraiment penser à la lutte. Je t'explique. Il y a des botches, il y a de l'humour, il y a du kayfabe, il a resté dans son personnage, il a spiné une histoire, une storyline parce qu'il y a quelqu'un de blessé. Ou, tu comprends? Il y a Eddie Creechman qui dit que Abdullah the Butcher, il a perdu, mais dans le fond, il n'a pas perdu parce que là, tu sais, tout est là. Fait que là, puis je m'étais dit, on va revisiter en vidéo les trucs de la Fédé de la Tapouette, dont le live qui a été fait vendredi. Mais ça me tentait pas. Je sais que tout le monde l'a écouté. Tommy l'a fait passer. Je l'ai fait passer dans Maillet TV. Non, je veux que les gens qui sont avec nous dans le chat, qui n'ont pas vu cette vidéo-là, moi, je vous le dis, là, l'essentiel de ce que vous devez savoir du propos qui a été tenu, que ça dure 1h30, que Juju a... Tout, là, non. C'est Lily Monadier qui a plaidé ça. Puis c'est à elle que Cheveux de Prince, Creechman, demande d'expliquer comment ça s'est passé. Fait que moi, ce que j'ai fait un résumé qui, je pense, fait le wrap-up en 4 minutes de 90 minutes quant à ce qui a été dit dans le fameux live qui a été présenté après. Puis, en passant, là, évidemment, le live n'est pas là au complet. Fait que vous me direz, tu es hors contexte et tout, mais il n'était pas question qu'on écoute une heure. De toute façon, le show dure pas 1h30. Mais il est admis dans ce live-là, puis je ne sais pas si je l'ai, ce bout-là, qu'il savait depuis mardi qu'il perdait. Mm-hmm. Puis c'est vendredi qu'ils ont décidé, bon, là, on va faire un live. Tu sais, fait que moi, je suis désolé, là, mais tu sais, il me semble là, que... Mettons, là, les boys, là, nous trois, là... Ouais, nouveau scandale. Mettons, nous trois, là, on décide de pouler nos ressources, de l'argent, de notre temps, de notre énergie, de notre savoir-faire, tout ça, dans quelque chose, puis on demande au monde de nous aider. La seconde qu'on saurait qu'on a perdu, par respect pour les gens qui ont contribué ou aidé à faire ce qu'on voulait faire, mettons, qu'on s'est rendu jusqu'au bout de pouvoir le présenter, on lui dirait... Moi, je sais bien que j'attendrais pas 3-4 jours, là. Je sais pas, là. Fait, regarde, les gars. Ben, on tirerait à plat qu'on passerait à un autre sujet. C'est ça qu'on ferait, mais eux autres, c'est pas ça qu'ils vont faire. Ben non, ça c'est là. Ouais, mais mon point est pas là. Mon point est qu'au moment où on saurait, on le dirait au monde. Je te dis pas, là, à seconde, « Hey, on a perdu, je vais faire un live. » Non, mais tu sais, ça serait la journée même. Ben, ils nous ont montré à de nombreuses reprises que c'est pas ça qu'ils font. Là, t'sais. Ou bien donc, tu fais une publication, comme ça, tu gères un peu le message. Tu dis, mais là, je suis tout le temps en train de donner des conseils, mais faites-vous-en pas. Ils m'écoutent jamais. Non. C'est ça. Fait que... Au moins, ce que tu fais une espèce de communiqué de presse dans lequel tu dis « Nous avons le regret de vous informer que notre demande d'appel a été refusée. Patati patata. Nous allons vous expliquer les motifs et notre interprétation vendredi prochain. » Bang! C'est fini! Bye! Où nous avons gagné la chance d'aller en Cour suprême. Nous avons remporté un refus. Nous avons remporté un refus d'appel mardi. On vous explique ça. C'est même pas on a remporté la chance d'aller en Cour suprême. On a remporté la chance de faire une demande d'aller à la Cour suprême. C'est ça. Fait que moi, ce que je me suis dit, j'ai dit pour justement combiner des choses que j'aime moins avec des choses que j'aime, ça va être drôle, puis tout ça. Bourbon, si tu veux bien, on va tout de suite aller du côté de ce résumé de ce qui s'est passé vendredi à la Fédé de la Tapouette. Je l'ai pas vu, mais je présume que c'est un travail de maître parce qu'au lieu de durer 90 fucking minutes, ça dure 5 minutes 36. Donc, c'est bon. Ça,
c'est le thème de... Hulk Hogan. Je suis rendu un expert. Bonjour tout le monde. Allô. J'espère que vous allez bien. Ben oui, on est là. Je suis avec la Dream Team en passant. Oui, il y a des gens qui manquent là. Le conseil d'administration est pas tout là. Ils font partie du Dream Team, mais pour moi c'est un privilège de travailler avec les gens que je vais vous présenter parce que on va vous les présenter parce qu'on espère sortir avec les annonces qu'on va faire aujourd'hui de la Chambre d'écho. Donc, je vais vous présenter Lily Monnier, qui se trouve à être chargée de projet du pouvoir contrôle judiciaire scientifique de la Fondation et qui est demanderesse, bien sûr, dans le dossier et qui a choisi de se représenter seule en cours d'appel et qui a plaidé de façon magistrale. Donc, Lily, merci d'être là. Sur cette aire d'aller, je vais passer tout de suite la parole à notre chère et bien-aimée Lily Monnier. Lily, à toi la parole. C'est parti. Merci. Merci, Stéphane. C'est génial. C'est très stimulant là, d'entendre tous les gens qui vont être là, au Congrès. Moi, je voulais dire, je voulais souligner cette semaine, une belle semaine, la décision sur la loi des mesures d'urgence. Une décision qui dit que ce n'était pas justifié d'appliquer cette loi-là en fonction du convoi des camionneurs. Et je salue le juge Moseley, j'espère que je prononce bien son nom, qui a eu le courage politique de rendre cette décision-là. Et j'ai entendu Chrystia Freeland qui a dit, on est conscient de cette décision-là et nous allons aller en appel. Mm-hmm. Salut, Red is Dead. Fait que Chrystia Freeland, elle va en appel, c'est pas correct, mais la fille de la tapoite, il va, elle, pis y a pas de trouble. Ça, c'est automatique, les amis, là. C'est pas une surprise, là. C'est automatique. Ouais. Dans tous ces gros dossiers-là, quand ils perdent, là, c'est de vouloir retarder, de gagner du temps. C'est comme ça dans les gros dossiers sur lesquels moi j'ai travaillé. Comme la fête de la tapoite. Gros bureau d'avocats. Ils allaient en appel, même s'il n'y avait aucune chance. Parce que ça retardait, ça faisait gagner du temps, ça évitait de payer ce qu'il y avait à payer. Plus, ça va empêcher pour un certain temps retarder les poursuites. Ils vont avoir tellement de poursuites là, suite à ça. Ça va être vraiment là, assez impressionnant. Ouais, ils vont en appel pour se toller, mais quand on le fait, c'est pas ça. Écoute ça. Mais la vraie différence, Martin, c'est que le gouvernement va aller en appel. Eux autres, ils essaient d'y aller, ils sont même pas capables d'aller en appel. C'est ça la nuance. Ouais, mais ils sont allés à la cour d'appel pareil. Oui. Mais je comprends ton point. Tu peux aller faire une visite aussi. Il y a des tours Tu peux faire des lives dedans, la cour d'appel, puis te faire dire hey, pas le droit. T'as pas le doigt. Excusez. Pas le doigt. La Cour fédérale, parce que c'est une loi fédérale, mais c'est le SOC, c'est-à-dire c'est une base justement pour permettre à des recours collectifs de s'installer. Hein? C'est important les pourvois en contrôle judiciaire. C'est important les pourvois en contrôle judiciaire. Tu t'es fait dire fuck you. Ils sont magiques. Salut Yaroda. Ça c'est génial. Ne vous découragez pas. C'est génial. On entend, oui, on va aller en appel de cette décision-là, puis vous pensez automatiquement que ça veut dire que la décision ne sert à rien. C'est pas vrai. Comment s'auto-cannibaliser? Alors moi, je veux vous dire que cette semaine, mardi, j'ai eu la grande surprise et le choc. The Shock Master! All right! The Shock! En plus, t'as mis de recevoir la décision de la Cour d'appel. Alors, on a plaidé devant la Cour d'appel le 15 janvier. Maître Lamarre a plaidé pour représenter les 4 autres demandeurs. Moi, je me représentais moi-même. Et j'ai eu la grande surprise parce que normalement, une décision de la Cour d'appel, après la plaidoirie, ça prend environ une trentaine de jours. Minimum. Goyette pourra le confirmer. Et c'est très motivé. Et on a reçu une décision de 9 pages. Donc, très grande surprise. Et on va vous le dire, là, on a perdu.
Et moi, je me dis, ben, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Sur le coup, c'est un choc. The Shock Master! All right. Je suis très heureuse de ce que j'ai fait, très satisfaite, très fière. Ça demande énormément d'aller faire un exercice comme ça. Je n'aurais rien changé. Son magique. Petit message sur cette finale, les amis. Il semblerait que les points de chaîne ne fonctionnent pas. Fait que capotez pas. On s'excuse. Beau travail, Godette. On s'excuse. Oui, c'était très drôle. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit beau travail de recherche pour les images. Regarde, cassez-vous pas la tête avec ça. J'ai hésité toutes ces images-là, toutes les botches. Je vais le raconter parce que c'est trop magique, là. Puis c'était juste parfait. Quand elle a dit, je suis sous le choc. Shockmaster, c'est sûr. Je vous raconte super vite. Je veux pas virer ça encore et rond, mais c'est parce que c'est savoureux. Fait que le monsieur que vous avez vu, il s'appelle Fred Ottman. Vous l'avez peut-être vu à la WWE dans les années 90. Il s'est appelé Tugboat, puis après ça, il s'est appelé Typhoon. Il était en équipe avec John Tenta, un Canadien qui s'appelait Earthquake. OK? Puis lui aussi, il a eu plusieurs gimmicks après ça. Fait que là, il les ramène parce que c'est le beau-frère, legit, là, dans la vraie vie, c'est le beau-frère de Dusty Rhodes. Dusty Rhodes et Ric Flair sont en charge du booking. Ils sont dans une émission où ils expliquent que là, samedi soir, on va te péter la gueule, puis on a un nouveau partner. Puis ce partner-là, c'est le personnage qui s'appelle Shockmaster. Ce qui était supposé de se passer, il était supposé rentrer à travers le mur, l'explosion, puis c'est moi, votre partner, puis toute la grosse affaire. Mais l'affaire qui arrive, c'est que dans la journée, l'équipe de directeur artistique du set, ils ont dit « Hey, c'est dangereux pareil que quand il va essayer de passer à travers la feuille de J-Proc, la feuille de J-Proc avance puis qu'il ait l'air d'un hostie d'épais. Fait qu'on va mettre un 2x4 en bas. » Mais ils n'ont pas dit. Fait que là, il passe à travers, il s'enfarge dans le 2x4. L'autre affaire, c'est qu'au départ, c'était une gamique de merde. C'était ridicule parce que tout ce qu'il y avait, c'était une cape avec des jeans, puis une camisole, puis un casque de Stormtrooper shooté avec la peinture, glitter. Avec du glitter. Fait que là, lui, ce qu'il fait, il s'enfarge, il tombe par en avant, le casque de Stormtrooper tombe, il pogne le casque, il le remet. L'autre affaire, c'est que vu qu'il y avait le casque, il ne peut pas manquer ça. Il y avait un autre monsieur qui s'appelle Ole Anderson qui était censé faire son voice. Hey, écoute bien, tu sais, avec du gros reverb pis tout. Mais Ole Anderson est pas capable parce qu'il rit. Fait que là, t'as mon Fred Ottman, je l'ai pas mis au complet. Fred Ottman, il est là, puis il fait ça de même, mais personne parle. Fait que ça a juste l'air de ce gros dommé-là qui fait ça, puis l'autre est en arrière. Il est crampé en arrière au mic. Puis là, même les lutteurs qu'on voit en entrevue avec Ric Flair, il y en a un qui dit, Davey Boy Smith, qui était un des membres des British Bulldogs, vous avez peut-être connu à WWF dans les années 80, il dit, c'est un British, il dit, « He fell on his arse! He fell on his arse! » Puis là, tout le monde rit, tout le monde est crampé. C'est le blooper, le botch le plus mythique du monde de la lutte moderne. Et à toutes les fois, je ris, on rit. C'est tellement sans dessin que c'est de toute beauté. Après ça, ils ont essayé de récupérer ça. Ils l'ont appelé. Oui, t'as-tu mon bonhomme? Ils ont essayé de l'appeler le Super Shockmaster. Ils ont tout essayé pour récupérer ça, mais le mal était fait, le pauvre Fred Ottman. Mais l'autre affaire que c'est pas tout le monde qui sait, Dusty Rhodes racontait. Dusty Rhodes qui était un lutteur, un producteur, un booker, quelqu'un qui s'occupait des scénarios et tout ça. Son fils, Cody Rhodes, qui a gagné le Royal Rumble en fin de semaine, lui, il était devant la télé avec ses petits amis chez eux. Il était tout petit dans ce temps-là. Puis ça a l'air que Cody Rhodes, quand il a vu le Shockmaster planté, il a dit « I think it's Uncle Fred. » Fait que
J'ai juste eu du fun à monter ça. Je savais pas comment spinner ça. Puis oui, je sais pas qui a fait le commentaire tantôt. Je m'en cache pas pantoute. Ben oui, en fin de semaine. Puis 6 et 7 avril, je vous avertis, ça va être pareil. C'est WrestleMania, c'est le Super Bowl de la lutte. Je vais être en mode lutte. Si je vous fais des montages de maillets, il va y avoir des extraits de lutte. Le maillet TV, il va y avoir des affaires de lutte. C'est sûr. Je m'assume. Mon coming out de fan de lutte est fait depuis des années. J'ai fait 160 quelques épisodes de podcasts de lutte. Fait que si vous n'aimez pas la lutte, je respecte ça, je comprends, mais moi, j'aime vous raconter des histoires de ce qui se passe backstage à la lutte. Pas juste qui a gagné telle année. J'en connais une plombe là-dessus aussi, pas mal, mais il y en a plein qui sont meilleurs que moi. Mais des histoires, des anecdotes, ça, je peux vous tenir debout pendant des semaines de temps. Fait que c'est sûr que je vais avoir des anecdotes à vous raconter là-dessus. Fait que 6 et 7 avril prochain, on refait la même affaire qu'on a faite en fin de semaine. Ouais, puis t'as une passion communicante aussi, parce que j'ai jamais été un aficionado de la lutte. Je me suis laissé prendre au jeu quand même samedi. Ben oui, c'était drôle. Je vois plein de commentaires, j'apprécie ça. Si vous êtes justement, puis je suis conscient qu'il peut y avoir des conflits d'horaire là, pour certains, mais jeudi, 19h, on ne fait que ça. On fait juste ça. Fait que vous me posez des questions. Tu préfères le Rumble ou WrestleMania? Venez toutes me demander ça. Jeudi soir, 7h, on est ici. Moi, Steve Sauvé. Et JC David, qui d'ailleurs, hier, a volé le show. Littéralement. Il a commentaté. Mais tu sais, moi, je vais attraper la balle au bon. Parce que je t'ai raconté que j'avais une histoire de... Oui, tout à fait. Compte-nous parce que ça fait comme ça. 3 ans et demi que j'essaie de me faire inviter au Carré Rond. Puis, tu sais, on passe par-dessus moi pour inviter d'autres mondes. Sûrement plus intéressant parce que c'est comme... Avant hier, je n'étais pas un fan de lutte. Fait que, excuse-nous, Bourbon. On a invité Speedball Mike Bailey, Jacques Rougeau, PCO, Gino Brito. Excuse-nous. Désolé. Mais on a oublié Bourbon. Oui, on a oublié Bourbon. Mais j'ai quelques plaisirs dans la vie avec Martin Godette. En tout cas, compléter la phrase dans votre tête. T'inquiète. Non, c'est ça. Ça a mal sorti. Ouais, c'est pour ça que je l'ai rattrapé en disant compléter la phrase. Mais est-ce que quelqu'un peut me clipper ça, s'il vous plaît? Un de ces plaisirs-là, c'est de dire à Martin Godette que j'ai vu Stevie Ray Vaughan, puis à chaque fois, il m'envoie chier. Parce que lui, il n'a pas vu Stevie Ray Vaughan. Et là, je vais vous raconter l'anecdote que je pensais avoir mon moment sous le spotlight du Carré Rond pour aller raconter une histoire où je sens que M. Godette, et non, je ne suis pas dans le personnage de M. Fuck Côté, j'ai rencontré en personne, j'ai serré la main d'un grand, je l'ai déjà compté dans un Bleu la nuit ou un Denis la nuit, le M. Undertaker. En personne. Je suis très jaloux. On est en... Là, je vais dire 1999. J'essaie de replacer les dates. À cette époque-là, je suis directeur du marketing pour HMV Canada, Est du Canada ou Megastore ou les deux. Je me rappelle plus. J'ai comme gravité entre deux postes. Le gros HMV au centre-ville qui n'existe plus. Et il y a une compagnie de disques qui lance, puis là, il y a sûrement du monde qui va se rappeler exactement de c'est quoi, peut-être même du monde qui était là cette journée-là. Il y a un événement en magasin, ce qu'on appelait à l'époque un in-store. Fait que là, la compagnie de disques a booké un des artistes de la WWF, parce qu'à l'époque, ça s'appelait encore la WWF. Et ils ont sorti une compilation, là, c'est Music from WWF, volume 12, là, je ne sais pas c'est quoi, là, volume 4. Puis, l'événement, c'est venir faire signer, recevoir un autographe de Undertaker. Fait que là, arrive la limo au centre-ville, coin Peel, Sainte-Catherine. Il y a le magasin sur 3 étages. La limo arrive en arrière dans le garage. On fait rentrer Undertaker. Il est accompagné d'un gérant, mais là, tous les fans de lutte disaient que c'est un arbitre, mais c'est comme l'espèce de... Si c'est, garde facile, là, si c'est un arbitre, c'est Earl Hebner, puis si c'est un gérant, c'est Paul Bearer.
Avait-tu la face toute blanche et une moustache noire? Non, c'était pas son gérant. C'était un arbitre. OK, je le sais, c'est qui? C'est soit Earl Hebner, soit Tim White. Ça dit-tu quelque chose, ça? Ben, un petit monsieur un peu bosco, là. Ouais, qui avait... Bon, ben, OK. D'après moi, c'est Tim White. Sinon, c'est Harvey Whippleman, mais en tout cas, continue. Il y avait bien des handlers. Pas lui, pas Taker, mais il y avait plusieurs personnes au sein de la WWE dont c'était le rôle d'accompagner les stars dans les événements. Des choses comme ça. C'est ça. Fait que là, les deux rentrent et là, on les dirige dans un bureau en dehors du trafic parce que là, l'événement a lieu dans une demi-heure, whatever. Et Undertaker, je sais pas son vrai nom, là, tu dois le savoir, mais Mark Calloway. Monsieur Calloway s'assoit sur une chaise que j'appellerais une chaise de salle d'attente. À peu près n'importe où, l'espèce de petit dossier moulé en plastique avec les pattes de métal. Là, pendant ce temps-là, le gérant /arbitre /gopher /homme à tout faire de cet événement-là monte au niveau principal pour aller voir le stage, parce que là, j'ai vu un commentaire Cinderella puis Kiss, mais ça, c'était l'autre bord de la rue. Là, c'est le gros megastore qui était comme 32 000 pieds carrés. Et là, on va faire le tour, puis là, les agents de sécurité, puis le line-up est là comme ça. Fait que les gens vont monter sur la scène, les bouteilles d'eau, on enlève les étiquettes. Tous les cossins sont le fun. Tout est fait, tout est sécuritaire, puis le trafic va être géré comme du monde. C'était pas notre premier événement de ce genre-là. Quand tu rentres dans le magasin, peu importe la porte, t'as les albums de la WWF. Tout le monde est content. Fait que là, on descend. Et Monsieur Chose, son gérant /arbitre, parce que je suis pas sûr c'est lequel des deux que tu as nommé, fait que je vais le garder comme ça. Et là, il me regarde et il dit as-tu un photocopieur? Oui. Taker qui dit ça ou le handler? Le handler. OK. Là, il dit as-tu un photocopieur? Oui. Ouais. Fait que il dit OK, c'est correct. Fait que là, il retourne voir Taker. Là, il dit fais-moi une autographe. Il fait une autographe. Puis là, il avait emmené des espèces de napperons. Puis il y a peut-être des fans de lutte qui l'ont encore. Puis vous pourrez le comparer avec vos amis. Là, il y a une pile de feuilles qui est une espèce de napperon avec la face de Taker en halftone, puis tout le kit. Là. OK. Fait qu'on pogne la signature, on crée ça sur la photocopieuse, on load les napperons en dessous, puis là, on part le photocopieur. Undertaker. Fait que là, il imprime 2, 3, 4 000, je sais pas comment, plusieurs centaines de photocopies. Beaucoup, là, ouais. Puis là, la drill, c'est qu'il y a comme un stage. Fait que là, les gens peuvent pas aller tout le monde en même temps voir Taker. Et là, la joke, parce que comment tu dis ça? C'est pas stagé, c'est scénarisé. Oui, c'est ça. Ouais. Puis c'est pas... Non, c'est stagé. C'est pas fake. Ah, c'est pas fake, ouais, c'est vrai. Fait que là, la séance d'autographe n'est pas fake, mais est organisée en tabarnak. Fait que là, c'est une personne à la fois qui monte sur la scène. Taker fait semblant, je l'appelle comme Taker, comme si c'était mon body. Taker fait semblant de faire sa signature, qu'il ne fait pas. Quand la personne se présente, c'est quoi ton nom, le petit gars? Fait que là, tu sais, Bob to Bob, puis là, il y a déjà écrit Taker. Mais tout le monde a la même fucking signature. Puis là, le moment drôle, le niaiseux, c'est... Là, j'ai comme skippé une étape, mais c'est parce qu'il faut ramener ça. Pendant qu'on attend, pendant qu'on fait les photocopies, à un moment donné, on a entendu « Crac! » Puis je me revire d'abord dans le bureau en arrière. T'as l'espèce de monstre de 7 pieds, 320 livres, qui a passé bord en bord de la chaise en plastique. Il a le cul assis à terre. Puis toi, évidemment, il n'y a pas de cellulaire dans ce temps. Puis moi, je suis brisé, je hurle. Non, ben là, il devait pas être content avec toi. Il m'a pogné par la gorge, je peux me lever. T'as fait le pile driver. T'as fait son pile driver, chokeslam. Mais non, mais lui, comment il a pris ça? T'as-tu ri devant lui? Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'est sûr, tu peux pas rire. Mais moi, la façon que je le racontais après, c'est... Il avait de l'air triste, il était assis sur sa chaise, mais de toute façon, il n'y a pas de chaise adaptée pour quelqu'un qui mesure 7 pieds. Là, ben non. Fait que là, il était assis dans la petite chaise, puis à un moment donné, on a entendu le cul à terre. Le gros méchant monsieur assis avec la chaise pétée. Tu veux-tu que je te conte de quoi? C'était mon moment encore rond. Tu sais que je vais te conter de quoi avec cette histoire-là. Fait que...
Mark Calloway, à l'époque, avant d'être à la WWF et d'être l'Undertaker, il faisait partie de la WCW. Puis son personnage, il y a eu plusieurs personnages, mais celui qui a été peut-être le plus connu, c'est Mark Callous. Il a été aussi en équipe avec un autre gars, avec Danny Spivey. Je ne me rappelle pas de leur nom. Il y a quelqu'un qui va l'écrire dans le chat dans 5 secondes, le nom de l'équipe dans le temps, là, je ne sais pas. Mais le gars qui a fait en sorte, pour les fans de lutte, le gars qui a fait en sorte que Mark Calloway a rencontré Vince McMahon, c'est Paul Heyman. Paul Heyman qui a été l'instigateur de la ECW. C'est normal, tu ne le connaisses pas, Denis. On fera ça un autre soir. Mais, deuxième round. Fait que Paul Heyman l'appelle et il dit « Ça te tente-tu de jumper? Oui, OK, je peux t'avoir un meeting avec Vince McMahon. Fait que viens-t'en, ils vont t'envoyer un billet, viens-t'en, patati patata. » Et là, lui, il s'en va. Le lendemain qui arrive, c'est là qu'il a son rendez-vous avec Vince McMahon. Sauf que Paul Heyman, il dit, ce soir, on va sortir. Fait que, toi, on va sortir. Puis demain, on va aller voir Vince McMahon. Il sort. Ils reviennent. Le lendemain ou le soir même, il déchire son fond de culotte. Puis, tu sais, j'imagine que, tu sais, OK, tu peux le coudre, là, mais, tu sais, je pense pas que... En fait, je peux pas vous dire si Mark Calloway est capable de coudre. S'il a ce talent-là ou pas. Quand il a rencontré Vince McMahon, chez Vince McMahon, qui avait un gros mansion, puis toute l'équipe, il a fallu qu'il s'assure d'être face à Vince McMahon tout le temps parce qu'ils n'ont jamais été capables de trouver quelqu'un pour faire son fond de culotte. Fait que tu sais, tu t'imagines 7 pieds, tu sais, il faut toujours que tu parles avec Vince de même pour jamais qu'il te voie par en arrière, puis tout ça a l'air qu'il est venu à bout. Et pour conclure l'histoire, parfait, merci Mark, on se reparle tout. Mark s'en va chez eux, puis il attend des nouvelles. Et là, il se fait... il entend parler... En tout cas, il a eu peur d'être la personne... En fait, il avait demandé, serais-tu prête à te raser? Tu sais, parce que c'est le même, là. Eux autres, ils construisent un personnage pour lui, ou ben non, ils ont un personnage, puis ils cherchent le gars pour le faire, right? Fait que il a parlé avec la WWE puis tout ça, puis là, il pitchait des affaires puis tout, puis là, à un moment donné, ben, ils ont posé la question, serais-tu prête à te raser la tête? Puis là, ben, il s'approchait de Thanksgiving. Parce que le premier événement qu'il a fait, c'est Survivor Series, et ça se passe à Thanksgiving. Puis là, il avait demandé, serais-tu prête à te raser la tête? Serais-tu ça? Puis lui, il a eu peur d'être un personnage, parce qu'à TV, il teasait eux autres. Hey, il va y avoir une grosse surprise à Survivor Series. Puis à côté du stage, là, où il faisait les entrevues, il y avait un gros œuf géant. Puis il avait peur que la gamique qu'il donne, ça serait des Eggman ou quelque chose de même. Fait que, puis là, ben, à un moment donné, ben, l'histoire a fait que ils ont dit qu'est-ce que tu penserais d'un personnage de même, puis tout. Puis là, ben, on te trouverait un manager. Puis, pour ceux qui ne le sauraient pas, Paul Bearer, c'est un vrai thanatologue dans la vie. C'était un vrai thanatologue. C'est un gars qui a été impliqué dans... Oui, il a fait sa formation, tout ça. Il a travaillé en salon. Puis, quand ils ont passé l'entrevue pour Paul Bearer, puis ils ont dit, regarde, on cherche un manager. C'est un gars qui avait de l'expérience. Il avait été dans d'autres territoires avant, tout ça. Il s'appelait Percy, quelque chose. En tout cas, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui dit à WCW, il se nommait Mean Mark Callous. Oui, Boston Pat, c'est ça que j'ai dit tantôt. Inquiète-toi pas, j'ai rien oublié, mon Pat. Mon Boston. Fait que, puis là, ben, fait que là, il passe en entrevue. Puis là, lui, il sait pas là, pourquoi il est là. Tu sais, il sait que, bon, puis Mark Callous, ou Mark Calloway, il s'appelait Big Red, je pense, au Texas. Percy Pringle, qui s'appelait. Puis, il avait été son manager. Fait que là, il dit salut, nanana. Puis là, il commence à jaser avec Paul Bearer. J'oublie son vrai nom. Puis là, ben, il dit tu parles-nous de toi. Ben, j'ai été thanatologue. Fini. Oui. Terminé. C'est toi, là. Écoute bien, là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ça a été la gamique qui a duré probablement, bon, c'est sûr, Hulk Hogan, mais c'est la gamique qui a duré probablement le plus longtemps dans l'histoire de la lutte et qu'on s'est tous attendu qu'elle ne marcherait pas. Personne, là, en 1992, quand il est apparu, là, tu m'avais dit, ouais, il va y avoir un personnage à la lutte, ça va être le gars, ça va être un pompe funèbre, là, comme des westerns, puis tout. Il va y avoir un gars avec la face peinturée blanche, il va se promener avec un urne en or, puis là, il va crier comme un petit pardu, puis il va mettre du monde dans des body bags.
ils ont tout eu. Il va mettre du monde dans des body bags, puis les enfants vont te dire, ça va durer un mois, ça, puis c'est fini, mais ça a duré 30 ans, puis c'est probablement un des meilleurs workers qu'il a jamais eu. Puis c'est un miracle, en fait. Le grand accomplissement, c'est d'avoir duré aussi longtemps, mais à cette grandeur-là. Ouais. Parce que tu es bien plus prone à te blesser quand tu es hyper acrobatique dans le ring, tu mesures 7 pieds. Puis tu es pesant, puis c'est dur ses articulations, puis tout. Fait mais il s'est fait engager avec le fond de culotte déchiré. Fait qu'il il est habitué de défoncer des affaires. Mais il aura duré plus longtemps que la chaise sur laquelle il était assis. Tiens, puis s'il y avait eu des vidéos dans le temps, parce que c'est Marky qui l'a sorti, s'il y avait eu des cellulaires cellulaire, j'en avais un à cette époque-là, mais s'il y avait eu la possibilité d'enregistrer puis de faire un montage, ça aurait peut-être terminé avec cet effet sonore-là. Le cul, le dos, la face, les dents, le cul, le dos, la face et les dents. Un autre grand classique, hein? Grand classique. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été bien le fun comme fin de semaine. Puis c'était vraiment cool aussi. Comme je disais tantôt, moi, c'est une des affaires que j'aime le plus. C'est parler de l'histoire de tout ça. Parce que tantôt, là, tu disais, il y avait de l'air triste là, dans sa chaise, là, trop petite pour lui, ses pieds, puis tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces athlètes-là, parce que ce sont des athlètes, c'est qu'ils ont des vies que très peu de gens pourraient supporter très longtemps, là, parce qu'ils sont chez eux. Ils sont partis de la maison 300 jours par année, ils sont toujours d'un avion. Il faut qu'ils s'entraînent là-dedans, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent, il faut qu'ils arrivent sur le ring, il faut qu'ils soient en forme, ils se couchent tard, ils sont toujours dans des chars loués, des avions. C'est une vie épouvantable. C'est sûr que tu fais du gros cash, tu es reconnu partout, tu fais ce que tu aimes. Oui, là, mais c'est taxant puis c'est difficile. C'est des bêtes de foire. Oui, puis l'autre affaire qu'ils n'ont pas par rapport à un athlète traditionnel, ils n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont aucun avantage. Quand tu es blessé, t'es blessé. Puis, tu sais, là, à Star, c'est moins payé que c'était, là, mais dans le temps, là, don't work, don't get paid. That's it. Wow. Fait que, ils en font référence pour les gens qui sont abonnés à Netflix, Muscle and Mayhem. Je suis en train d'écouter ça avec mon épouse. C'est magique. C'est l'histoire des American Gladiators. Aussi, ouais, dans le même genre. C'est vraiment dans le même genre, effectivement. Sauf qu'on enlève la portion scénarisée. Ouais. Ouais, parce que, ouais, mais puis l'autre affaire. Ouais, puis l'autre affaire, Alex, c'est que oui, il y avait des saisons. Il n'y a pas de saison à la lutte. Il n'y a pas d'off-season. Il n'y a pas de play-off. C'est 365 freaking jours par année. Ouais. Tandis que, tu sais, les Gladiators, ils tournent la première saison, tournent la deuxième, font venir les participants. Saison 3, si je ne m'abuse, il était sur la route, c'était 120 gigs. Ouais, non, je suis pas en train de dire que c'est facile. Non, c'est clair, là, mais il n'existe pas d'autres métiers. Puis à l'époque, là, tu sais, les territoires, il y en avait plein des territoires aux États-Unis. Fait que quand tu étais brûlé à une place, tu avais fini ton programme, tu avais perdu contre le bon, ben tu t'en allais à Portland. Ben, après ça, tu faisais Los Angeles. Après ça, tu descendais, tu t'en allais au Texas. Okay. Après ça, tu remontais en Floride. Après, tu faisais Georgia. Après ça, tu montais NWA, Mid-Atlantic. Après, tu montais WWF. Faisais une run à Montréal. Allais dans les Maritimes avec les Dupré. Repartais les Tonné à Toronto. Stu Hart à Calgary. Tom Coe à Vancouver. Tu sais, c'est fou, là. Puis si t'es pas dans le ring, tu ne te fais pas payer, là. Fait que, tu sais, puis tout le concept de payer tes 12 aussi, puis d'en arracher. Stone Cold, Steve Austin, pour souper, il a déjà mangé des patates en robe de chambre chauffées sur son char, là. Sur son rad de char, tu sais. Ouais. Fait que c'est assez fascinant, tu sais. C'est des gens bien particuliers. C'est du monde différent. À cette heure, c'est moins pire, tu vas me dire, là, parce que ben des athlètes professionnels qui se recyclent dans ça. Tu sais, le bon vieux trope, là, le vieux stéréotype, les joueurs de football, l'après-carrière vont devenir lutteurs. Puis, tout ça, c'est fini, ça, là. Tu sais, t'as des voyons, je veux le nommer. Logan Paul, qui est un influenceur, boxeur, peut-être. Il fait de la lutte à Il n'aurait pas dû gagner. Il aurait pas... En tout cas. Bon, ça y est. Ça me met en tabarnak. Ouais, mais c'est l'autre, il s'est jinxé, il a pointé à pancarte. Oui. Ouais, on l'a collé. Les deux épais de service, on l'a collé qu'il ne gagnerait pas. Ouais. Mais c'est pas Logan Paul, ça. Non, c'est l'autre que je me rappelle pas de son nom. C'est celui qui a pris le... les Brass Knuckles. OK, ouais. Mais Sébastien qui dit, Jacques Rougeau en parlait dans un épisode du podcast Supermatozoïde. Ben, je t'invite à aller écouter l'épisode du Coréron dans lequel on a reçu Jacques Rougeau parce qu'il nous raconte plein d'anecdotes. Il nous raconte qu'il y a eu des combats avec Ric Flair,
Il nous raconte un paquet d'affaires aussi. Là. Raymond aussi, d'ailleurs. Raymond nous raconte un paquet d'anecdotes aussi du temps de la lutte internationale, puis tout ça. Fait que, on a bien du fun, puis c'est bien trippant. C'est pas un infomercial du Coréron en passant, là, mais c'est parce qu'il y avait quand même pas mal d'affaires en fin de semaine, mais c'est ça. C'est une autre passion que j'ai dans ma vie depuis pas mal plus longtemps que de débunker. Les conspis. Hey, c'est vrai, là, je me demande si je le garde pour Denis la nuit ou si je le fais jouer là, mais... C'est toi qui décides. Ben, j'ai un Et là là. Le message au Canadien. Fallait jouer dans les deux. Non, c'est parce que ça dure 20 minutes, puis c'est Tucker Carlson lors de son passage à Calgary. Ben, si tu veux le faire passer là, on se rend jusqu'à 11h10, puis après on close ça. C'est correct. Ah, parfait, OK. Puis là, j'ai downloadé les sous-titres parce que ils sont pas en français, mais au moins, ça va aider les gens qui sont moins fluents dans les deux langues. Surtout que ce personnage est très difficile. C'est ça, j'allais dire. Très difficile à aimer avec son ton de voix niaiseux et ses petits rires nerveux caves. J'ai rien contre les rires nerveux et les rires caves parce qu'on donne gaiement là-dedans, nous autres avec. Mais... Mais non, lui, ça serait un beau combat de gladiateurs entre Tucker et Mathieu Bock-Côté. Et d'ailleurs, pour le show d'après, j'ai downloadé un best-of de 17 minutes des meilleurs moments de American Gladiators. Oh, j'avais oublié ce nice. show-là. Tiens, on passe ça. Il m'énerve. Someone just gave me this T-shirt, which I just love so much. I'm actually going to wear it in the Fuck privacy you, of my own home. Trudeau. Al freaking Berta, baby. What a great province this is. What a great country this is. In fact, I should just be told, I've never said this to anyone, including my wife, but I know that in Canada it's official policy that coming out of the closet is good, unless you're the Prime Minister. So I'm going to... Bon, on a des plus beaux T-shirts, j'ai mis le lien. Crack numéro 1, homophobe. Ben ouais. Puis moi, je viens de mettre, pour ceux que ça intéresserait, là, je viens de partager l'entrevue avec Jacques Rougeau. Le lien YouTube, il est dans le chat. I'm going to reveal something about myself that I've never revealed, which is that I am part Canadian. And yes, I am. I actually am part Canadian. And I was thinking this morning, I was like, I always say I'm the only American who's like legitimately interested in Canada, and I am. And I always have been. And I wonder, why am I so obsessed with Canada? And I thought, because I'm part Canadian. My great-grandfather, actually my father's family was in the colonies, and then they brought democracy, and they're like, we're out. We're going to Nova Scotia. And so they spent a couple hundred years there. The Rayfuses, they're still there, by the way. I think they're all liberals. But... And then my great-grandfather's like, I'm going to try that again. So he comes to the United States, and I'm here as a result. So I feel it. In me is Canadian. And I've been all over your country. And oui, il I've avait been suggéré everywhere. à Trump d'envahir le Canada. C'est pas pire. Je peux bien être fier. Un bon Canadien. And I just think it's a remarkable place. And I think people don't quite understand J'attends le what Canada mais. is because so much of it is bumped right up against our border. And I would argue, no offense, that the least impressive places in Canada are right up against our border. But once you get past that, it's just unbelievable. I've been to this city a lot because of your mountains, which I just find beyond belief, really the prettiest places I've ever been. This country is the prettiest country I've ever been in. The second biggest country in the world, bigger than the United States, deeper oil reserves than the United States, more natural resources than the United States, and 1/9 the population. And when I hear the lunatics that run your government, like, our population's growing, we're so excited. I'm like, really? You want to live in a crowded country? 40 million people in the world's second biggest country? That sounds like the kind of place I want to live. Like, what are you even talking about, you morons? But anyway, so I come to Canada a lot, and every time I come, so many things strike me. First and foremost, the natural beauty, the unbelievable natural beauty, prettier than Switzerland, in my opinion. And the second thing I notice is the politeness of the people. That's real. And the third thing I notice is that all the comedians left decades ago. And it brings it out in me. And making fun of Canadians, and as I've already told you, and I hope it's obvious, is done with love. But I just can't control myself because no one will ever laugh at your joke. And so every time I go to Toronto, which I try not to do, but I do wind up there, every time I check in a hotel, I'm like, you guys have hot water? Like, where'd you get all the electricity? This is unbelievable.
And they always have the same responses. We've had electricity for a long time, eh? Like, no, it's a joke. Il a fait une blague. Stéréotypé pantoute. Il a fait une blague, puis ça a fini avec... Fuck you, buddy. Ouais, un party de stickers, ça ferait du bien. Ça ferait du bien, un party de stickers. Being in front, I know that. No, we haven't had sled dogs in a long time, eh? Hey. And so, I just love it. I've told so many sled dog and Molson jokes, and I'll never stop. But one of the reasons I do it is because I do think it's important to laugh at your circumstances, not simply because it makes you feel better, though it does, but because it gives you perspective on them. And humor requires some distance, some critical distance, both from yourself and from your Stickers are free in 3, 2, 1, go! Ce beau moment. Squeegee time. Yeah. Ouais. On a nettoyé ça. Ah ouais. La foule en délire. Merci, Josette. Merci, Josette. Merci tout le monde, d'ailleurs. On a eu un hype train tantôt. C'est bien gentil, bien apprécié. Absolument. Puis là, ben, si on veut survivre à ça, on y va. Ouais. You can't really see things clearly until you have that. And so if you have a country where the funny people feel like they have to leave, that's a huge problem. And that's the first problem. The second problem is you can't really be effective as a political movement or a resistance movement, which effectively you are, if you don't laugh at your enemies. Because not only are they evil, and they are, they're also ludicrous. They're ludicrous. And it's really important to say that because it saps their power immediately. Laughing at somebody, and if you're a married man, you know. Fuck you, buddy. That, no, it's true. Ben, c'est ça Your qu'on wife fait, could nous come and autres, hit you in the merci, face with a Tucker. 2x4, and that would be less painful than having her laugh derisively at you, particularly when you get out of the shower. That would just end it for you. That would end it. Your male power would evaporate like a puddle on a hot day, like you'd be done. Because it has that effect. And so to look at your enemies, like let's say you had some sort of weird prime minister like to dress up in fussy costumes. It would be super important to point that out a lot, like relentlessly. Somebody told me last night that his base, I was asked, we had this wonderful dinner last night with two of the most famous people in Canada, probably the two most famous people, Lord Black and my friend Dr. Jordan Peterson. And I asked, like, is there anyone in the country who supports this guy? He's so, I mean, I know him only, I've never met him. I only know him through television. I know his cousin Gavin Newsom pretty well, but I don't know him. Is there anyone who takes him seriously? And everyone in the room said, oh, yeah. Young people, particularly young women, take him very seriously. They love him. And I thought, there's really only one way to combat that. And that's by pointing out what an absurd poser this guy is. He's like a ridiculous figure. Like, you should dislike and resist Justin Trudeau and his government to the maximum extent of your ability.
But before you do that, you should just laugh at him until you can't breathe. Seriously. The guy's like, he's showing up for a costume party when no one else is. There's no costume party, and there's Justin Trudeau. Like speaking as some sort of moral voice. Weird little cross-dresser. So anyway, that's my first piece of advice. La semaine passée, My second piece of advice, once you've done that, which is very effective, and I know it's not the Canadian way because it's such a polite society that everyone feels morally bound to take everyone else's point of view very seriously and sort of nod gravely and pretend to consider their perspective. But there are some perspectives that aren't in fact perspectives, they're attacks on you. And that's the main thing that I want to say in the short time allotted today, is that you should recognize what is happening to you. This is not a political debate to which you've been invited lui, to participate. Il pense qu'il parle à tous les Canadiens. Là. Ben oui. Mais il est d'un rallye de vendus en Alberta. Là. C'est exactement ça. Puis même la première ministre est allée faire son tour. Puis il a fait deux représentations. Puis il y a eu au-dessus de 8000 personnes. Je pense 4000 à un puis 5000 à l'autre ou quelque chose genre. This is a destruction of you and your culture and your beliefs que and tu your children connais pas, and your future as a country. Crise de clown. And that's not overstatement. It's provable statistically. C'est un engagement de speaking. So là, je pense, just take 3 steps back. Joël. If you have a government that is giving fentanyl to your children, as they are in BC, and notice your premier has a no fentanyl to kids policy, God bless her. I know, and you're applauding. I mean, and I'm applauding, and I'm grateful. But how distorted is your world where you have to applaud the one politician's like, we're not going to give fentanyl to the kids today. Okay? But then take 2 steps further back from that and ask yourself, if someone's giving fentanyl to your children, je sais pas si c'est dans celui-là, mais il va dire une belle grossièreté sur Montréal qui est assez... C'est comme son histoire que tous les comédiens ont crissé le camp du Canada. Ben oui. C'est pas parce que tu connais Howie Mandel, les humoristes. Moi, je mélange comédien en anglais avec... En français, c'est pas la même chose. Mais tu sais, c'est pas parce que tu connais Howie Mandel que ça fait que tous les humoristes ont crissé le camp. Là. Maudit maillet. Well, they're trying to kill your Jim children, Carrey. obviously. C'est ça. Fentanyl? Fentanyl. It's the number one cause of death under 40 in the United States. Number one in the whole country. Non, followed by suicide. La cause, c'est l'arrêt cardiaque. Where we are, we're about 2 years behind you. And it's only because we have a louder media space than you do that we aren't ahead of you. But if someone's giving fentanyl to your children without telling you, they're trying to kill your children, which are your inheritance, so the only meaningful thing you will ever produce on earth, okay, are your children. Grand reset. That's the first thing to know. Second, if they are trying to kill you, and by the way, I know I'm offending everyone, even this group, because no one in Canada wants to talk about anything. It's like an Episcopalian Christmas dinner. And I grew up in that world, so I know everyone's had like 3 too many, and then someone will blurt out, "You wrecked my childhood!" And then everyone will sit there in silence. It's so awesome. But Anglo-Canada, like Anglo everywhere, doesn't like to say anything out loud. But let me just do it anyway. If you're killing 50,000 of your citizens, if the government is doing that through the MAID program, and a lot of them are not actually terminally ill, they're just sad, and the government is encouraging them to submit to being killed by the government, and then won't release the recent Ça n'existe pas, ce que tu dis, monsieur. Like, ça n'a aucun bon sens. What is that? ça? Yeah, it's genocide. That's exactly what it is. It's killing large groups of people. Mais ça n'existe pas, monsieur. We don't Il est en train d'accuser le Canada dans un speech en Alberta, dans notre pays. Merci, Abu Dhabi. Qu'il y a un génocide qui s'opère actuellement et qui s'est commis par le gouvernement. Oui. Puis qu'on donne du fentanyl à des enfants en Colombie-Britannique. Ben, ça, je peux pas commenter, je ne sais pas. Non, mais c'est parce que peut-être dans il y a peut-être un docteur. Ça prend juste un docteur qui en a donné un enfant, puis c'est partout en Colombie-Britannique. C'est ça. Puis dans un dossier médical, mais là, ils ramènent ça avec du monde qui meurt, puis on tue nos enfants, puis on tue... c'est n'importe quoi. Ouais. I'd bet right around 100%. Oh. So if you're a government, you have the duty to your citizens, people who are from here, people whose ancestors built the place, not exclusively to them, but primarily to them, to your citizens. Like, why else do you exist except to serve your citizens? And if you're targeting your citizens, how many people who arrived in Canada in the last 10 years have opted into the MAID program? I don't know the answer. I'd bet around 0. It's all people who are from here. And now the government brags, oh, we're saving money because they died.
That's the darkest thing I can imagine. I bet there's zero conversation about that in this country because I know this country. I know what it's like. It's too horrible. No one wants to talk about it. OK, paye pause. But more... Le MAID, là, c'est l'assistance médicale à mourir. Medical Assistance in Death. Merci. Qui n'existe pas partout à travers le Canada. Ça existe, je pense, au Québec puis en Colombie-Britannique. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui sont morts au Québec. Puis, ouais, OK. Ben, c'est ça. Le Doc Mayo a utilisé l'assistance médicale à mourir. Effectivement. De ce que j'ai lu, là, en tout cas. Oui, c'est vrai. More than anything, you should internalize the message of that, which is they hate me. They hate me to the point they're willing to kill me, which they are. Mais ça arrive pas. C'est pas de même que ça marche. And the third thing is, notice the erosion of your most basic civil liberties, not the ones granted to you by the crown, but the ones granted to you by God. And those would include the freedom of speech. Here we go. Pack the bags. Which is inalienable. Pack the bags. We're going on a guilt trip. C'est Dieu qui vous a donné la liberté de parole. Moi, je ne sais pas si je vais me rendre au bout de Bourbon. C'est en joke, là. Ah, il reste. On est à mi-chemin. J'ai envie de casser des affaires. J'ai envie de casser des affaires. Oui, mais c'est pour ça que je voulais pas l'écouter tout seul. Aidez-moi. Je cligne des yeux. It cannot be taken from you no matter who is in Ottawa, or as we say, Ottawa. As we say. Which, by the way, is the correct pronunciation according to my friends in the Ojibwa community. I pronounce it that way every time on television, and I get all these angry. You're pronouncing it incorrectly. You don't even know the name. It's like, yeah, I know a lot about Canada. I'm doing it on purpose to make fun of you, so you will laugh. God, please, no! And then this Ojibwa leader writes in and he goes, yeah, all the whites are wrong. It's actually Ottawa. Go Ottawa! Anyway, it doesn't matter who's in the Prime Minister's office. Your rights remain the same because you were born with them, because you are not a slave, you're a human being, and you have inherent dignity because God made you. That's just a fact. And if they're taking those rights away piecemeal and doing so in the name of public safety, even as they make the public sphere much more dangerous, which they have, in case you haven't noticed, Canada has a lot more violent crime now than it did 20 years ago. Have you noticed? Of course you have. You live here. Pas sûr que c'est vrai. And they're telling you can't defend yourself against that crime. We're going to disarm you. You can't protect your life or your family. And you're like, oh yeah, it's for the public safety. It's just not a big deal. These are weapons of war. No, they're weapons of self-defense, which you need and deserve as a free person, not a slave. Retourne aux États-Unis. And then they're telling you, you can't complain about it. T'as-tu idée du cash qu'ils doivent y avoir donné pour venir galvaniser ces bozos-là? Ah, c'est le genre d'affaire à grand coup de 100 000 $. C'est le genre de patente de même. Là. Because they're taking state cash. Do you watch CBC? I do, occasionally. I can turn in any hour of the day and I will learn that I am racist for driving an SUV and not being trans. That's the whole schedule of CBC programming. Deuxième call de Maillet But interpret that. That's not woke. Oh, it's woke. I hate the woke crap. It doesn't mean anything. They hate you. That's what they're saying. They're saying that you are bad. That's exactly what they're saying. Don't lie to yourselves. That's all I'm saying. And we are very delusional in the United States because we're so distracted by stuff and electronic devices and the promise of next day delivery from Amazon of brightly colored plastic crap made in China that we tend to be slow to figure out what's going on. But Canada has a different restraint, which is a cultural one. It's an specific Anglo-cultural one, which is just like, I don't want to deal with that. That's too uncomfortable. But in your heart, anyway, even if you voice it to no one but yourself, know what the message is. And the message is, you are bad. I mean, I'm going to say the most controversial thing ever. I watched when Montreal was cleansed of its Anglo legacy. And I'm not anti-French, just for the record, at all. Hey, Montréal s'est débarrassé de tous ses anglophones. C'est à peu près ça qu'il vient de dire. C'est drôle, mais j'ai jamais entendu autant de bonjour hike des 10 dernières années. Même au 10-30. Moi, j'aimerais beaucoup avoir cette vidéo, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Mon projet cette semaine. And in the span of a generation, like that's all gone. They were forced out. Ah, ils sont tous partis. Okay, I guess we'll go to Ontario. Une génération, il n'y a plus d'anglo à Montréal. My grandfather built this city. I'm not going anywhere. How about that? That never occurred to anyone.
because no one could say out loud what was actually happening. C'est pas arrivé. A series of acts of hostility aimed at you because of things that you didn't choose, like how you were born. And once you will keep allowing that, you have no future. speech d'Eric Cartman de South Park. So if they're limiting your freedom to say what you think, which is a freedom of conscience, the most basic of all freedom, your freedom to defend yourself and your family against bodily harm. On n'a pas de besoin au Canada, c'est maillet, ta gueule. If they're taking away your voting power by changing the population of your country, which they are doing, and no one wants to talk about that, Canada has the highest immigration rate in the world per capita. And shut up, racist! That's not racist. I don't care if they're coming from New Zealand. I don't care. Le gars, il vient de dire qu'on a plus de richesse qu'à peu près tout le monde, puis pour le 9e de la population des États-Unis. Mais après ça, il s'en va dire que c'est ici qu'il y a le plus d'immigration par capita, à ce titre sans dessin. Tu viens d'expliquer la chose. Oui, oui. C'est parce qu'on n'est pas beaucoup, puis que s'il en arrive beaucoup, comme plus que avant, ben c'est sûr que le ratio par capita augmente à ce titre sans dessin. Ben oui. C'est des maths de secondaire 2, là. Non, c'est ça. Puis oui, il est en train de jouer dans le grand remplacement, exactement. Ben oui, il est direct là-dedans, là, c'est clair. Il passe tout un après l'autre. If you're taking the population... Tu sais, d'habitude, on demande, là, je vais faire une pâle imitation de Tommy. Il n'y a pas eu de speech sur respecter la personne, juger son propos. Lâchez-vous lousse dans le chat, je m'en calisse. C'est un esti de maillet. C'est vrai, hein? On n'a pas fait ce laïus. Non. Ben, d'habitude, on pourrait le faire. Non, mais j'ai une question pour vous autres, pour vrai. Là. Une question pour vous autres. Imaginez-vous là, qu'il y a un Canadien, là, qui a une tribune, là, je ne sais pas qui, peu importe, là, whatever. J'ai pas d'exemple à donner parce qu'on ne fait pas ça, nous autres. Non. Ou en tout cas, rarement. Mais mettons qu'un Canadien, un Québécois, n'importe qui là, qui a une tribune ou qui anime un show, peu importe. André Pitt, n'importe qui. Là. Mais tu s'en va aux States. Non, mais... Ouais, bas côté, ça peut être un bon exemple. Puis il s'en va aux States, dans Bible Belt, là, en Alabama, quelque part, Tennessee, whatever. Là. Puis là, ben, il s'en va dans un centre de congrès, là, puis il fait un speech avec du gros reverb, puis un lutrin en verre, puis toute la patente. Puis il s'en va dire aux Américains leurs 4 vérités-ish, là. Tu sais, genre, ben là, mais regarde, moi, j'ai pas peur de vous dire, là. Là, vous autres, là, vous faites opprimer, puis vous gardez ça pour vous autres, puis c'était écœurant, puis tout le kit. Je pense pas, il y en aurait, parce qu'il y en a qui diraient, ouais, t'as raison, puis tout. Mais tu sais, le concept d'aller dire d'un autre pays, hey, c'est pas toi qui vas venir nous dire. Là, c'est pas mal plus aiguisé aux States, mettons, qui cite. Le gars, il explique que les Canadiens, c'est la population la plus polie, puis après ça, il fait un speech où il burn le Canada. Ben oui, puis ça vous prend des guns. C'est sûr qu'ils ne crisseront pas dehors, ce sans dessin. Tu viens de leur expliquer pourquoi. Ah non, moi, ça m'enrage. Non, puis tiens, c'est drôle parce qu'il y a du monde qui a écrit dans le chat bas de côté fait ça en France. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça. Non, mais moi, c'est pourquoi mon exemple ne touchait pas la France. Oui. Mais aux States, là, débarquer là, puis aller faire, sortir le chest puis flexer, là, c'est pas une bonne idée. Non, Rocket qui cale, il est en train de mansplainer notre pays. Oui, tellement. Mais tu sais, le pire, c'est qu'il y a des... Tu pourrais faire ça en Californie, aller dire qu'au Canada, ça va bien parce que, justement, on n'a pas d'armes, mais c'est des gens qui sont réceptifs. Mais ton exemple de Bible Belt est parfait, là, ou Texas. Mathieu Bock-Côté qui s'en va en Alabama puis qui dit, vous autres, vous êtes toute une gang de sans-dessin parce que vos grands-pères, ils lynchaient des Afro-Américains. Good luck with that. Oui. C'est drôle, bon retour. Il y a tout un bon retour, oui. Ils vont découvrir un personnage de la WWE qui est un thanatologue. Oui, il sera peut-être pas thanatologue. Il reste combien de temps? Moi, j'achève en 8 minutes. 8 minutes. Oh, mon man. From Stockholm and moving him to Canada. Bon. If you change the population of the country, you change the country. And you dilute the voting power of the people who are vested in that country, the people who are born there, who have lived there long term, who understand the history and the culture of the country, who are bought in. And all of a sudden, their vote means much less. It's math. You guys do that. Math. Ouais, toi, non. That's horrifying that this is happening. And there's no public debate over it whatsoever. Why do you think that's happening? Is it for economic reasons? I'd be kind of okay with that. If someone could stand up and say, we're totally changing the population of Canada because we think it's better for our economy. Okay, tell me how.
We can have rational conversations. We're adults. I'm a citizen. This is my government too. Tell me how that works. Non, c'est pas ton gouvernement. But they can't, because that's not true. Look at your housing prices. Look at the strain on your services. Look at your healthcare system, which no Canadian I meet brags about anymore. And one of the main reasons is it's overburdened. There are too many people. Oh, we need population growth. Really? Tell me why. Tell me why all of these slogans make sense. I've watched Canadian hockey from time to time. They literally say diversity is our strength before they open the game. Okay. What does that mean and why is it true? Shut up! No, I'm not going to shut up. You're telling me to accept a slogan, so it's incumbent on you to explain what the slogan means and why it makes sense. À Milwaukee, c'était pas la diversité des genres? Rule. Ben, là, il parlait de hockey universitaire, qu'ils ont un slogan qui dit de la diversité, mais je sais pas, mais tu sais, il peut dire ça, puis on le sait pas, là. If you're forcing something down my throat, tell me how it tastes before I swallow it. Oh, shut up, racist! No, not going to. Not racist, I'm not going to shut up. Non, Answer the freaking question. C'est drôle, il y a juste les anti-woke qui parlent autant des woke, puis il y a juste les homophobes qui sont capables de déformer quelques lettres toutes simples LGBTQ avec un plus. Keep going! I'm out of control! Unleashed in Canada! The last thing I'll say, which also may be controversial because it sounds like a parochial concern or some sort of, weird religious thing or something. C'est bon, ça. It's not. But take a look at what they're doing to your Christians. And I say this for a couple of, I am a Christian, but that's not why I'm telling you this. On avait deviné. Because there's kind of no more inoffensive group in the world than the Christians. Je suis catholique, mais c'est pas pour ça que je te le dis. Religion tells them, commands them. C'est pas pour ça que je l'ai remarqué. Put the concerns of others above their own concerns. So if you have a problem with those precepts, explain it to me. Speak slowly so I can understand. I think every person in this room, regardless of your faith, can agree, yeah, I'm for that. Ton gaydar. That's good. We need more of those people in society. Serve others for the sake of service. People who pray for their enemies. Who does that? Who would pray for an enemy? No one, except the Christians, and they do. They're commanded to. Ben oui, thoughts and prayers pour les tueries aux États-Unis, c'est très populaire. Maybe you've got another agenda that we should be concerned about, even if we're not in that group. If we burn 90 of their churches to the ground, and the prime minister and his little weird buddies are endorsing that, burning churches, if you're on the side of burning churches, let me just say, I don't need any other facts of the case, you're on the wrong side. Sais-tu pourquoi ils ont brûlé 90 églises dans les dernières années? Hostie de maillet. If you're throwing preachers in prison for preaching the Christian gospel, not for hurting anyone, not for making pipe bombs, not for trying to castrate other people's children. Il parle d'une anecdote pendant la pandémie d'un preacher qui s'est fait arrêter parce qu'il refusait de... Ah oui, en Alberta. On appelle ça une anecdote, ouais, c'est ça. Jail. At the same time, when they're encouraging your kids to do drugs, and not just fentanyl, but weed, don't raise your hand if you have a 15-year-old son. But come up to me after and tell me what you think of legalized weed. For real. And if you have a 15-year-old son, you know exactly what I'm talking about. They did that to you and to your son on purpose. And so in a country like that, in a world like that, if you think that preaching the gospel is so dangerous that the people who do it need to be in prison in shackles, you're serving someone other than the people of Canada, if you know what I mean. Hey, c'était un beau sophisme, ça. Si vous croyez que... Ouais, non, je vais fermer ma gueule, je vais être méchant. That's really scary. Fait des équations à des endroits qu'il n'y en a pas. How much they dress it up in the passive-aggressive, self-help language of the modern left. Well, it's really about public safety. Every time I turn on your freaking television shows, everything's about public safety, which is a euphemism for hard-edged fascism, actually. And frankly, I'm a little bit more comfortable with the old-fashioned variety, where guys in tight uniforms goose-step through your town, because at least you know who you're fighting. And you know what it's going to take to liberate your town. Get rid of these people and everything will be okay. But when they show up and they're therapists with advanced degrees,
And they look at you in the face and say, no, actually, little Dylan just needs more fentanyl. Little Dylan's actually a girl. And we're going to... Ah, yes, on y est arrivé, on y est arrivé. Here we go. She's a girl. She's a girl. And if you don't agree, well, maybe we may have to remove Dylan to more care-affirming custody. Oh, you're going to take my kids away. La primauté parentale, on est allé là. They'll never say that, of course. Because clear language moi, is sérieux, their là, enemy. faut que ça arrête Because dans clear pas long, parce language que même vos exposes who they vapeuses really are. m'énervent. They're not people who are trying to help you. They are people who are trying to hurt you. Anyone who goes after your children, anyone who encourages you to have fewer children, is trying to make you extinct. It's literally that simple. And it's only in the advanced West that we don't see that. Try that crap in Bulgaria. Try that in Serbia. How do you think that would fly in Serbia? We're just going to give little Voldak some fentanyl. And we think, he may be... You wouldn't even get to the next sentence before you got shot. Because you're trying to kill someone's kids. And your average Serb, whatever you think of them, doesn't have generations of therapy talk that acts as a logical intermediary in his brain and prevents him from seeing what's actually going on here. They're trying to kill my kids. I'm the father. I won't allow it. I'll lay my life down to prevent it. It's literally that simple. So I'll stop with this. The answer, C'est tellement des cheap pop, before you là, take tu sais, any des sort of affaires que action c'est. or Avec imagine ce that some crowd-là, c'est sûr que election ça is gonna pop. fix things, Ouais. which it's not. Puis là, j'ai fait On appelle ça du cheap pop en lutte. Là. Cheap heat, cheap pop. Ouais. Prévisible que ça va mordre. Juste pour le plaisir, je suis allé chercher un article du National Post. On va faire une traduction sur la mouche, comme dirait un ami. You need to change inside. Fait que là, l'histoire du fentanyl avec les enfants. Dans ce qui constitue un piétinement manifeste des droits parentaux, la Colombie-Britannique a récemment autorisé la fourniture d'un approvisionnement plus sûr en fentanyl aux jeunes de la province, que les parents soient informés ou non de cette mesure, qu'ils l'acceptent ou non. OK? Fait que là, ce qu'il a raconté, ça a de l'air vrai. Le gouvernement provincial a fourni un accès limité à un approvisionnement plus sûr en fentanyl depuis au moins 2020, principalement par le biais de projets pilotes à petite échelle. Fait que là, on parle pas de tuer des enfants! Oh non, c'est comme une fille de 14 ans qui va voir l'infirmière de son école pour se faire prescrire la pilule. Ben, elle a le droit, puis elle n'est pas obligée de le dire à ses parents. Là, moi, je suis rendu là dans ce texte-là. Les forcer, tu sais, je pense que la terminologie qu'il a utilisée, c'est les forcer à prendre du fentanyl. Ou de leur donner du fentanyl de force. C'est ça. Puis mourir, bien sûr, parce que c'est fentanyl, il y a des overdoses, mais je pense pas que quand c'est un médecin qui te prescrit du fentanyl, ça soit pour te tuer. Mais lui, il a fait ce raccourci-là. Cependant, en août dernier, le British Columbia Center of Substances organise une recherche influente, protocole permettant aux médecins et aux infirmières de prescrire des comprimés de fentanyl sûrs, donc pas la dose qui tue du monde avec des dealers de dope, aux adultes et aux mineurs. L'organisation m'a confirmé dans un courriel qu'elle avait été engagée par la province pour produire ces documents afin de soutenir davantage les cliniciens qui prescrivent un approvisionnement plus sûr dans toute la province. Bon, contenu de l'article évidemment. Alors que le gouvernement de la Colombie-Britannique promeut généralement son engagement en faveur d'un approvisionnement plus sûr, il est resté étrangement silencieux sur le cas, blablabla. Mais en même temps, je vous rappellerai qu'en Colombie-Britannique, je pense que c'est débuté cette année, mais je me rappelle plus de la date, il y a un projet pilote de décriminaliser les drogues parce qu'ils ont un fucking problème d'overdose. Ça fait longtemps qu'il y a un problème là-bas. Puis les overdoses, le raccourci que les gens disent, c'est un problème de fentanyl, mais le problème, c'est pas les fentanyl, c'est la fucking overdose que tu fais que ton cœur y arrête de battre, fait que tu meurs. Peu importe la dope. Crise de clown. On retourne aux États-Unis. Il est déjà reparti, c'est correct. Puis non, il vient pas à Montréal faire de... Non, puis je veux dire, la morphine aussi, là, c'est utilisé cliniquement, là, tu sais. Oui. Next, là. Ben oui. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des utilisations cliniques au fentanyl puis que dans certains endroits, à tort ou à raison, j'habite pas là, je me suis pas penché sur la question, mais le point, c'est que l'objectif de faire ça, c'est pas de tuer du monde hostie de maillet. Mais c'est ça. Lui, il est allé là.
Bon. Puis pourquoi on l'a écouté, c'est parce que des fois, c'est le fun de savoir ce qui s'est dit. Puis je voulais pas vivre ça seul. Fait que merci, les amis, d'avoir vécu ça avec moi. C'était fâchant, je pense que j'ai répondu au nom de tous les trois dans le chat là-dessus. Mais c'est là-dessus que j'espère que tu vas montrer des affaires plus festives dans ton show. Parce que moi, je vais aller faire du montage. On va aller regarder les gladiateurs. Ouais, on va commencer sinon, avec ça. Ne manquez pas cette semaine les derniers épisodes de Candy. Ça se finit cette semaine. Tu dois être content. Hein? C'est que ça va faire de Oui, oui. Mais t'as pas fini, man. J'étais un peu déçu de ta performance. Non, pas fini, man. J'étais trop affligé, je pense. Sérieusement, Candy, je l'écoute, entre guillemets. Là, je travaille en même temps, mais je l'écoute. E-Man, c'était du white noise. Ouais. C'était du white noise. C'est mauvais à ce point-là. Hein? Ah oui, tout à fait. Tu perçois que c'est une gamique pour vendre des bebelles. Hey, qu'est-ce que tu dirais? Fistar, le méchant Fistar. ça ressemble à un beau projet. Qu'est-ce que tu dirais de donner une primeur à nos amis de l'After Show concernant le film de mardi? Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, mais ça, fallait être là mardi dernier pour vous le voir. Mais là, tu m'as dit bonne. Ou d'aller voir aussi dans notre Discord, parce que je mets tout le temps l'affiche. OK, mais moi, je parle pas de mardi passé, là. Ce mardi prochain, 5e élément. Oh! Mila. On tease pas le passé, Alex. On tease le futur. You know? Ouais. Mila. Mais ça, c'est moi. Mila. Oui, Mila. Multipass. Mila que j'ai eu accroché en poster dans ma chambre pendant longtemps jusqu'à temps qu'apparaisse une madame dans ma vie. Pris le bar, il était plus dans la chambre. C'est sur ces fantasmes de Mila Jovovich que je vais vous laisser, messieurs, dames, en vous remerciant d'avoir été des nôtres. Et bien sûr, la routine habituelle reprend cette semaine. Soyez là, l'Express, Clipbait, UVH qui va être là mardi, le Carré rond jeudi, tout ce qui est chaud la semaine prochaine. On s'amuse et on... justement, regarde, pour rire à gorge déployée, des fois, il faut écouter des affaires comme ce qu'on vient d'écouter. Et on va observer les préceptes de Tucker Carlson, puis on va rire de lui en tapant. C'est parfait. Alors, merci tout le monde. Et, merci d'avoir été là. À bientôt. Merci, messieurs. Bye. La petite toune triste qui joue. La petite chanson, hein? Non, c'est affiché. Garde nationale du Québec! Tout ce qui est TV sur Twitch.